Messieurs les présidents, cher Xavier Moreno, merci de votre propos introductif qui était très clair. On voit bien, on parle quelquefois de la ligne claire en bande dessinée. Là, il y a une ligne claire au CRME. Avec Challenge, on a toujours été très présent dans ce débat sur l'énergie pour différentes raisons. Parce que c'est un débat qui est à la fois géostratégique, économique, écologique, universel et très concernant. Vous avez sans doute pu vous en rendre compte et l'importance de notre assistance aujourd'hui le prouve que c'est un débat qui suscite des passions et on le voit d'ailleurs, c'est un débat qui est présent toujours dans les campagnes électorales, donc qui est plus que jamais d'actualité. On attend effectivement aussi une actualité brûlante avec la décision de Bruxelles et le petit problème franco-allemand qu'on a à ce sujet. Alors, on est pour le débat avec le CRME. Alors, vous remarquerez que l'intitulé de notre table ronde s'appelle « Programmation pluriannuelle de l'énergie d'avril 2020 », une impasse avérée, mais qui a un point d'interrogation, nuance. Donc, on peut quand même débattre de ces sujets. D'ailleurs, Xavier Moreno a rendu hommage au travail qui a été fait par les experts de RTE. On a fait le choix, nous, de réunir aussi un panel d'experts de très grande qualité, très grande expérience, que je vais vous présenter brièvement. Donc, par ordre d'apparition, si je puis dire, en commençant par Michel Dondu, qui est ingénieur, polytechnicien, qui a été administrateur d'EDF pendant près d'une quinzaine d'années, je crois, et qui était un personnage très important de la fédération CGT Énergie, qui est un acteur important de la filière, vous le savez. Jean-Louis Ricot, normalien, docteur en mathématiques, ancien élève des mines, j'en passe certainement, qui a fait un parcours étincelant dans des grands groupes français, en particulier dans la filière, chez Cogema, je crois, mais aussi chez Alstom ou chez Renault, est aujourd'hui senior advisor d'Assystem, autre acteur important de la filière nucléaire, et il a sorti un livre qui s'appelle « L'énergie nucléaire, le vrai risque », dont il est le co-auteur, édité chez Fayard. Olivier Appert, polytechnicien aussi, ex-mine, haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie, conseiller à Matignon, qui est un personnage important de l'énergie française, puisqu'il a été président de l'IFP pendant une dizaine d'années et qu'il exerce toujours aujourd'hui des fonctions au sein de l'Agence internationale de l'énergie. Et enfin, Bruno Latsou, qui est notre, comment dirais-je, c'est l'œil du CRME sur notre table ronde. C'est une cheville ouvrière de l'association et c'est un des artisans et concepteurs de la solution N04 sur laquelle on va revenir pendant, je pense, les 3 tables rondes, mais en particulier celle-ci. Alors, Michel Dondu, j'avais envie de vous demander un petit peu de nous planter le décor. On a parlé de lois, de décrets. Ces sujets d'énergie, c'est sûr qu'il faut les prévoir bien à l'avance. On ne construit pas une centrale nucléaire en 3 ans, ni même en un quinquennat. Mais on a l'impression que les lois, elles changent à peu près tous les ans. Donc, je voudrais un peu que vous nous placez. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Qu'est-ce qui peut changer et d'où on vient ? Voilà, en quelques mots, malheureusement. Oui. Donc, je vous remercie et je remercie le CRME de m'avoir invité à ce débat, à y participer. Pierre-Henri de Menton a rappelé mon parcours syndical. J'ai donc une fibre sociale. Et si j'ai 2 convictions, c'est que pour avoir une politique sociale ambitieuse, il faut une industrie forte et que pour avoir une industrie forte, il faut une infrastructure énergétique solide. Et donc, je vais intervenir sur ce thème. Tout d'abord, en partant là, de ce qu'on a vu dans le clip, de ce fameux objectif de la PPE introduit par François Hollande, là, de passer la part du nucléaire à 50%. Ce chiffre de 50%, il n'a aucun sens, ni technique, ni économique. C'est juste le fruit d'un compromis politique. Et donc, il y a un sens politique, c'est de dire, voilà, il faut qu'on diminue la part du nucléaire en France. Jusqu'à où le sens, c'est d'aller presque jusqu'au bout, donc de marginaliser la place du nucléaire, voire d'arriver aux 100% renouvelables. Et donc, l'étude de futurs énergétiques dont on vient de parler, elle a quand même un intérêt
extrêmement important, voilà, il y en a beaucoup, mais un intérêt extrêmement important, qui est d'expliciter un peu qu'est-ce que c'est que physiquement un système électrique qui ne serait composé qui n'utiliserait que le vent et le soleil en énergie primaire. Contrairement à ce qu'on veut faire croire à l'opinion, eh ben, il ne peut pas être composé uniquement d'éoliennes et de panneaux solaires. Voilà. Et c'est ce que rappelle ce... alors, le clip dit, bah oui, pour équilibrer l'intermittence, bah, il faut aujourd'hui des centrales à gaz. Alors, les scénarios de RTE, c'est pas ça qu'ils prévoient, parce qu'ils se mettent dans la perspective d'une énergie complètement décarbonée à l'horizon 2050. Mais alors donc, ils nous lisent tout ce qu'il faut. Eh ben, en plus, comme les stations de pompage et turbinage ne sont pas en nombre suffisant, il faut mettre beaucoup de batteries. Il faut installer des électrolyseurs pour produire de l'hydrogène quand il y a surplus d'électricité éolienne et solaire. Il faut ensuite creuser des cavités salines pour stocker l'hydrogène, donc avec des stations de compression et des réseaux de transport. Il faut ensuite installer des turbines à combustion qui vont reconvertir l'hydrogène en électricité quand on en aura besoin. Il faut en plus, installer des systèmes, des dispositifs qui assurent de l'inertie à l'onde électrique parce que les éoliennes et les panneaux solaires ne peuvent pas le faire. Il faut étendre les réseaux de distribution et de transport pour aller chercher l'électricité là où elle est produite de manière diffuse sur le territoire. Il faut ensuite également multiplier les interconnexions avec les pays étrangers pour essayer de mutualiser... Alors, j'ai une question à vous poser. C'est parce que vous êtes avocat politique, vous ne répondez pas à ma question. Oui, d'où on vient, comment on est arrivé là, en fait? Oui. Parce que, est-ce que c'est Fukushima? À quel moment ça bascule dans des systèmes, on va dire, irréalistes comme ça? Je voulais dire ça, parce que ça me paraît important, parce que, et après, excusez-moi, je vais le faire, mais on s'aperçoit ensuite que tout ça, ça fait beaucoup de pertes, et qu'il faut donc suréquiper encore en éoliennes, en panneaux solaires, pour que le système puisse fonctionner. Et donc, quand la PPE nous dit c'est vers ça qu'on va aller, eh bien c'est un contresens économique. Voilà, c'est la première chose que je voulais dire. Évidemment, parce que ce que nous montre RTE, c'est que quand on passe à la facture, eh bien la note, elle est impressionnante. J'en viens à votre question, excusez-moi. Je vous en prie. Je voulais le dire. Donc, voilà, je pense également que cette programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est un véritable mépris vis-à-vis de notre industrie nationale, et je vais essayer d'en dire un mot. Par une première remarque, c'est que quand on fait notre histoire au XXe siècle, l'ensemble des composants de notre système électrique a été construit par l'industrie française. On pourrait prendre les noms. Stein Industrie, Babcock qui faisait les chaudières à charbon, Nerpic qui a fait les turbines hydrauliques, Rato, la CEM qui faisait les groupes turbo-alternateurs, Framatome qui a fait nos centrales nucléaires, Novatome. Malheureusement, c'était le surgénérateur. Malheureusement, passé à la trappe, je n'ai pas le temps d'en parler là. Et nous arrivons donc au XXIe siècle, et qu'est-ce qui se passe? Bon, à part la centrale EPR, la tranche EPR de Flamanville, on ne fait plus de nucléaire, et on achète des éoliennes et des panneaux solaires qu'on ne fabrique pas en France. On va citer les noms. Bon, vous savez, les panneaux solaires, on fait un peu d'assemblage, mais les composants viennent d'Asie et essentiellement de Chine. Quant aux éoliennes, citons les noms, Nordex, entreprise allemande, Gamesa, racheté par Siemens, Gamesa c'est espagnol, racheté par Siemens, entreprise allemande, Vestas, c'est danois, Enercon, c'est allemand. Et donc, qu'est-ce que dit la PPE à notre industrie française? Vous, maintenant, vous allez vous occuper du démantèlement de ce que tous vous avez fait, c'est votre compétence, démanteler les centrales nucléaires. Pour ce qui est de l'avenir, laissez-nous faire, on va tout acheter en Allemagne. En gros, c'est ça. Et donc... alors, on en a commencé... qu'est-ce qui s'est passé? À la fois des solutions donc, qui ne sont pas rationnelles, et en plus, atteinte flagrante à la souveraineté nationale. Donc, qu'est-ce qui nous est arrivé? Ça s'est passé quand? Mais juste un petit mot avant. Petit mot. C'est que bon, oui, parce que Pierre-Henri de Menton a parlé de l'enjeu de la taxonomie. On comprend pourquoi l'Allemagne aujourd'hui est vent debout
pour dire qu'il ne faut surtout pas que le nucléaire bénéficie de la taxonomie verte, parce qu'effectivement, c'est nous qui faisons les centrales nucléaires et ceux qui font les éoliennes et qui nous les vendent. Voilà, je n'ai pas besoin d'en dire plus, donc je vais venir à la question. C'est en fait l'affaiblissement de notre capacité, ça c'est quand même un vrai sujet, l'affaiblissement de notre industrie nucléaire française. Et je voudrais revenir sur les scénarios de RTE et de ce qu'a dit Pierre-Henri de Menton. Les premiers scénarios où il y avait le plus de nucléaire, RTE imaginait des mises en service qui permettaient de conserver la capacité de 60 gigawatts qu'on a aujourd'hui. Et il faut savoir que c'est à la demande des acteurs de la filière nucléaire, c'est-à-dire EDF, Framatome, enfin le GIFEN, que RTE a revu les choses en baisse parce qu'ils ont dit, ben nous, non, vu l'état de notre industrie, nous ne sommes pas en mesure de produire des centrales nucléaires au rythme. Oui, c'est ce que disait Xavier Moreno d'ailleurs, c'est qu'EDF n'avait pas envie qu'il y ait ce scénario. C'est pas qu'ils n'avaient pas envie, c'est qu'ils disent qu'on n'est pas en capacité. Voilà. C'est un peu autre chose. Et tout ce qu'on peut faire, nous, tout ce qu'on demande, c'est de faire 3 EPR en 10 ans, mise en service entre 2035 et 2045. Ça fait 10 gigawatts sur les 60 qu'il y a à renouveler d'ici 2055, si on n'applique pas la PPE, parce que sinon, c'est encore plus. Et donc, il y a 2 questions qui se posent. Comment est-ce qu'on en est arrivé là et comment est-ce qu'on peut en sortir? Alors, il vous reste quelques secondes. Il va falloir... comment est-ce qu'on peut en sortir? Right to the ça, point. Ça sera la table ronde numéro 3. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Moi, je pense... Revenons aux années 90. Dans les années 90, EDF procédait par palier. On a fait le 900 MW, après le 1300, le 1450, et il y avait en projet le REP 2000, c'était la génération 3. Et là, François Mitterrand a dit « Stop, on arrête tout. Maintenant, il faut faire européen. Il faut faire l'Airbus du nucléaire si on veut exporter. » Donc, on a organisé le mariage entre Framatome et Siemens, Areva Siemens ensuite, avec les conséquences suivantes. Des efforts énormes et des pertes de temps importantes pour fusionner les choix technologiques, enfin, faire les choix technologiques. Un abandon de la méthode d'EDF, qui était pratiquée par l'architecte ensemblier EDF avec l'industrie, qui consistait à dialoguer pour que vérifier que l'industrie est en capacité de faire ce qu'on planifiait, ce qu'on concevait comme centrale. Et troisième élément, il y en a d'autres, mais EDF a dégraissé dans ses équipes d'ingénierie puisque c'était Areva qui faisait, donc avec toutes les conséquences qu'on peut mesurer sur la transmission des compétences d'une génération à l'autre. Voilà quelles ont été les conséquences. Et arrivent les années 2000, Gerhard Schröder, début 2000, annonce l'Allemagne va sortir du nucléaire, il formalise ça par une planification en 2011, Siemens s'éloigne peu à peu du mariage et divorce en 2009. Et pendant ce temps-là, nous, qu'est-ce qu'on fait? En 2009, EDF demandait au gouvernement de décider de l'installation d'une nouvelle tranche EPR à Penly. Nicolas Sarkozy dit oui dans un premier temps, immédiatement après, Jean-Louis Borloo dit non. Et donc, on laisse la filière nucléaire comme ça, dans un moratoire pendant 10 ans. Voilà, j'ai résumé pour répondre à la question. C'était très clair. Merci beaucoup, Michel Dondu. Je vais demander on peut vous applaudir. Merci. Je vais demander à Jean-Louis Ricot, donc donc une impasse avérée, on a beaucoup parlé de ce décret d'avril 2020. Est-ce qu'on a eu raison de mettre un point d'interrogation ou pour vous, il n'y avait même pas à mettre de point d'interrogation? Est-ce qu'on est vraiment dans l'impasse et comment faire pour en sortir? Est-ce qu'il faut laisser complètement tomber ce type de procédé de planification, partir sur autre chose? Quelles sont vos propositions? Merci de m'inviter à m'exprimer sur ce point. Et je laisserai chacun juge de savoir s'il faut garder ou supprimer ce point d'interrogation à la lumière des quelques éléments que je vais essayer de vous communiquer. Et pour préparer cette intervention, j'ai personnellement relu les 700 pages de la PPE et les quelques milliers de pages d'annexes sans lesquelles on ne sait pas lire la PPE. Et à l'issue de cet exercice de lecture, moi, il y a une réflexion qui m'est venue. Ça m'a fait penser à Talleyrand qui disait « Tout ce qui est excessif est insignifiant ». Et ça s'applique, je vais essayer de vous le montrer, complètement à cette PPE. Alors que
les 10 ans qui viennent sont critiques pour l'avenir énergétique du pays. C'est maintenant qu'il faut prendre des décisions qui feront le système énergétique français en 2050. Cette PPE, sournoisement, tente de nous orienter et d'orienter notre pays dans une direction funeste qui est celle de la décroissance économique. La PPE relève de cette logique. Et effectivement, si on considère que l'avenir de la France ressemble au Bhoutan, on n'a pas besoin de nucléaire. Si on considère, et si on a une autre ambition pour ce pays, peut-être faut-il considérer les choses autrement. Lorsqu'on étudie ce document PPE 2019-2028, on se rend effectivement très rapidement compte, et quand on le lit, je dirais simplement, que ce n'est pas un document, c'est en aucun cas un document programmatique, c'est un pur document militant et qui masque derrière un parterre de bonnes intentions des ruptures majeures de notre style de vie. Et en plus, ce document... Alors, heureusement que vous ne lisez pas les rapports de l'ADEME, cher monsieur, parce que déjà, là... Non, mais au moins, on sait à quoi s'en tenir avec le rapport de l'ADEME. Alors que la PPE est infiniment plus sournoise. Elle est clairement bourrée de contradictions, quand on la lit bien. Elle est manipulatrice, voire, j'ose le dire, dans certains cas, intellectuellement malhonnête. Elle est donc extrêmement dangereuse. Mais heureusement, elle est tellement hors sol qu'au fond, j'ai la conviction qu'elle n'est pas applicable et qu'elle ne sera jamais appliquée. Mais enfin, je dirais qu'il est grand temps d'abandonner ces postures à la mode, politiquement correctes, et de dire les choses comme elles sont, face à la réalité technique, industrielle, stratégique du pays, quitte à troubler le pseudo-consensus du 50-50. Et je voudrais devant vous prendre quelques exemples. Madame Pompili, dans une radio du matin, a dit récemment que la consommation d'électricité du pays va croître de 20% dans les 10 ans à venir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Madame Pompili. Et dans le même temps, la PPE part de l'hypothèse, comme le petit film l'a rappelé, que cette consommation va baisser de 50 TWh, c'est-à-dire de 15%, 12%, d'ici 2030. Mais vous ne trouvez pas ce chiffre dans la PPE. Il faut faire l'effort d'aller lire toute une série d'annexes pour le repérer. Mais en fait, la PPE repose cette hypothèse de baisse de la consommation électrique 2020-2028, qui est évidemment une absurdité. Alors, à partir du moment où on part de cela, évidemment, on peut dire qu'en 2028, la part du renouvelable sera de 50%. Évidemment, quand on part de cela, on peut dire qu'on peut arrêter une dizaine de réacteurs nucléaires parce qu'on n'aura plus besoin des 50 TWh en question et qu'une partie des éoliennes les auront remplacés. Donc, on part d'hypothèses fallacieuses cachées dans les annexes pour aboutir à des conclusions finalement irresponsables. En plus, ces hypothèses, ce 50 TWh de baisse de consommation d'énergie entre 2020 et 2028 reposent sur d'autres documents, des annexes, hein, et notamment d'un document qui s'appelle le RT 2012, Règlement technique 2012, qui fixe les températures dans les bâtiments et qui a été à peine amendé en 2020. Que dit ce document? Que nous sommes tous dans l'illégalité ici. Il ne devrait pas faire plus de 19 degrés dans cette salle. Et que si on était en été, on ne devrait pas avoir moins de 26 degrés. Voilà ce que dit le règlement. Alors évidemment, quand on prend des hypothèses comme ça et qu'on y ajoute le fait que ces températures que je viens d'évoquer, domestiques, sont à assurer de 7 h du matin à 9 h quand on prend sa douche et de 19 h à 22 h quand on dîne, mais que le reste du temps, les bâtiments, les domiciles doivent être à 16 degrés, alors là c'est facile effectivement d'aboutir à la conclusion qu'on pourra faire baisser la consommation de 50 TWh. Mais ça n'arrivera jamais, parce que les hypothèses sous-jacentes sont totalement, je répète l'expression, hors sol par rapport à la pratique de chacun. Et donc, c'est insidieux comme démarche, finalement, d'avoir un document que je qualifierais de romantique. Chacun a sa définition du romantisme, mais ce terme me paraît relativement applicable. D'avoir un document romantique, finalement plaisant, qui aboutit à de pseudo-consensus, mais consensus qui repose sur des hypothèses
complètement fallacieuse. Peut-être la critique la plus grave de cette PPE que je voudrais formuler devant vous, et comme ça a été un petit peu évoqué et par Xavier Moreno et dans le petit film, c'est qu'en fait, c'est une erreur méthodologique majeure de raisonner en térawattheure. Le sujet d'investissement dans ce pays pour produire de l'électricité, c'est d'abord de savoir comment on va passer la pointe d'hiver, avec quels moyens on va passer la pointe d'hiver, et qu'on ne nous dise pas qu'à ce moment-là, on va importer, comme on le fait aujourd'hui, de l'électricité d'Allemagne produite avec du charbon, parce qu'en 2050, le système électrique européen, dans les situations de pointe, sera largement déficitaire en moyens de production, et donc en situation de pointe, les interconnexions ne fonctionneront pas. Et donc il faut considérer que ce pays doit être autonome le jour de la pointe. Être autonome le jour de la pointe, si vous dites, ce jour-là, il y a le parc nucléaire actuel, 60 et quelques gigawatts. Il y a l'hydraulique qui peut fournir 10 à 15 gigawatts. Et si on prend l'hypothèse qu'en 2050, malgré la hausse attendue de la consommation globale d'électricité, on reste au niveau de la pointe actuelle, c'est-à-dire 100 gigawatts, il manque 30 gigawatts de puissance installée. 30 gigawatts. Si on limite le nucléaire à 60. Et 30 gigawatts, on ne peut pas compter sur l'éolien ni le solaire. Parce que si ce jour-là, il n'y a pas de vent, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, il n'y a pas d'autre solution, si on maintient le nucléaire à 60 gigawatts, pour faire face à la pointe d'hiver, que d'installer 30 gigawatts de gaz. Il n'y a pas d'autre solution. Et l'éolien, simplement, servira à ce qu'on serve le moins possible de ce gaz-là. C'est-à-dire qu'on présente les choses à l'envers, à la fois en parlant de térawattheure et pas de gigawatts, et à la fois en expliquant que le gaz est le complément du solaire. Non, c'est le solaire ou l'éolien qui est le complément du gaz, et le gaz est incontournable si on maintient le nucléaire en dessous de 60 gigawatts. C'est ça la vérité, et elle est extrêmement facile à démontrer. J'ai essayé de le faire devant vous. Et donc, faire une PPE sans dire cela, qui est une vérité technique, non polémique, ce n'est pas raisonnable. Alors, quant à l'idée saugrenue d'arrêter des réacteurs pour ramener dans le mix électrique la part du nucléaire à 50%, permettez-moi une comparaison. Dans une société en décroissance, une entreprise en décroissance, si vous dites « je veux la parité homme-femme », je licencie des hommes jusqu'à arriver à 50-50. C'est à peu près ça, le 50-50 de la PPE. Et enfin, cette PPE, ne pas inscrire dans une perspective 2050, c'est-à-dire que 2030 n'est qu'un point d'étape. Une PPE normalement constituée devrait dire voilà la cible 2050, voilà comment on voit 2050, 650 à 750 TWh, au moins 100 gigawatts de puissance. C'est cela qu'on vise. Quel est le point de passage 2030? Alors que là, on a l'impression que 2030, c'est l'horizon ultime, et c'est une erreur méthodologique non acceptable. Et pour avoir eu la chance, il y a 40 ans, au début du programme nucléaire français, de travailler avec Marcel Boiteux, avec André Giraud, avec Georges Besse, sur tous ces sujets, eux voyaient déjà 2020-2030, je peux en témoigner, et c'est pour ça qu'on a les installations qu'on a aujourd'hui. Et dernière remarque, tout ça, et je me joins à Xavier Moreno pour tirer mon chapeau à RTE. Pour la première fois, on parle de coûts. Parce que, évidemment, faire de l'électricité à 2 euros le kilowattheure, tout le monde sait faire. Faire de l'électricité à 20 centimes le kilowattheure, c'est autre affaire. Il n'est pas acceptable que la PPE ne chiffre pas économiquement les conséquences pour le consommateur de ce qu'elle propose. Et simplement un chiffre, vous le savez, aujourd'hui en France, s'il n'y avait pas les taxes pour financer un certain nombre de fantasmes, le kilowattheure serait entre 12 et 13 centimes pour le particulier. Le kilowattheure en Allemagne est à 30 centimes. L'écart 12 à 30 centimes, imaginons que demain on dise en France, le kilowattheure vaut 30 centimes, la ponction sur le budget des ménages serait équivalente à 7 à 8 points de TVA. Souvenons-nous de ce qui s'est passé il y a 2 ans et posons-nous la question. Donc, véritablement, ne pas mettre sous contrôle le prix du kilowattheure pour le particulier. Alors,
alors si on en arrive à dire, finalement, il s'envole, mais on le compense, on rentre dans un mécanisme qui, moi, me fait penser au Shadok. J'ai envie de conclure ce propos sur la PPE, et puis vous serez juge de savoir s'il faut maintenir le point d'interrogation ou pas. J'ai envie de conclure ce propos en prenant une comparaison. Moi, à l'issue de la lecture de ces quelques milliers de pages, la PPE m'a fait penser à une loi de programmation militaire qui, alors que la menace de conflit gronde de partout, proposerait de mettre à l'arrêt les avions de chasse et de les remplacer par des planeurs. Ah, bien. Bravo pour cette mise en pièce bien ciselée. Je vais demander à Olivier. Non, ce n'est pas une Appert, mise en pièce, c'est des faits. je vais demander à Olivier Appert, qui lui vient de ce milieu, j'ouvre les guillemets, je les ferme, romantique, hein, n'est-ce pas, qui a produit ce rapport, cette administration et de cette filière publique de l'énergie. Vous avez été conseiller à Matignon sur ces sujets, vous avez dirigé des très grandes entités publiques. Donc j'aimerais bien que vous réagissiez quand même aux propos de votre prédécesseur, de Jean-Louis Ricot, qui était un petit peu plus, on va dire, dur que celle de notre premier intervenant. Où vous vous situez dans ce débat. Écoutez, je vous laisse la parole. Voilà, avec donc quelques minutes. Hein, je suis désolé de vous contraindre. À vous, Olivier Appert. Et je voudrais d'abord saluer le courage de Jean-Louis Ricot de lire la totalité de la PPE. Et les annexes, hein, c'est surtout les annexes. On a vu que c'est là où il y avait les infos. Tu as cité aussi des gens comme André Giraud, Georges Bey, je rajouterai Jean Sirota. Ce sont des gens qui, effectivement, nous manquent cruellement actuellement. C'est pour ça que vous avez dit que j'étais de ce milieu-là. Disons, je suis du milieu où il y avait, au niveau du ministère de l'Industrie, au niveau de la direction en charge de l'énergie, des gens qui savaient ce que c'était, des gens qui étaient respectés. Quand j'étais, juste une anecdote, quand j'étais directeur adjoint du cabinet d'Édith Cresson entre 84 et 86, j'écoutais de temps en temps le directeur général de l'énergie et le directeur général de l'industrie qui s'appelaient Jean Sirota et Louis Gallois. Ils étaient reconnus, ils étaient compétents et ils étaient reconnus par les entreprises, par les politiques, par les médias. Disons, c'est un autre monde auquel on est confronté aujourd'hui, malheureusement. Et tu as fait allusion à la problématique de coût. Ça me rappelle un échange que j'ai eu avec une personne qui a été la personne qui a été la principale responsable de l'élaboration de la PPE. Et je m'étonnais, dans une réunion interne, j'étais avec les membres du conseil d'administration d'EDF, je lui demandais s'il y avait des études qui avaient été faites sur le coût de la PPE et de la SNBC, et elle m'a répondu de façon quand même tout à fait grandiose: tout le monde sait que le coût de ne rien faire est infiniment supérieur à tout ce qu'on peut imaginer. Voilà donc le niveau auquel on se place actuellement. Alors, on se fixe des objectifs, et on se fixe des objectifs par la loi, on se fixe des objectifs aussi par les décrets. Et on se fixe des objectifs, par exemple, la SNBC nous fixe un objectif de réduction à 80 millions de tonnes des émissions de CO2 en 2050, à comparer à 445 millions de tonnes en 2018. Implicitement, on fixe la consommation d'énergie en 2050, et ce, quelle que soit à la fois la population et le PIB en 2050. Est-ce à la loi, est-ce au décret de fixer les variétures de tels chiffres ?
Alors, jusqu'à présent, auparavant, les objectifs étaient indiqués dans l'exposé des motifs à la fois des lois et puis des décrets. Et la loi et les décrets fixaient les moyens d'atteindre ces objectifs. Et aujourd'hui, on inverse l'ordre des facteurs. On se fixe un objectif et après, on se demande comment les atteindre, à quel coût et qui va payer. Et on arrive à ce paradoxe où l'État est condamné à la suite de recours d'ONG parce qu'il ne respecte pas les objectifs qui sont fixés par la loi et par les décrets. C'est un paradoxe quand même tout à fait original. Alors, dans le secteur de l'énergie, la fixation des objectifs s'est marquée par des injections politiques dans un contexte de déficit prospectif, et c'est en particulier le cas pour la consommation d'énergie ou pour le mix électrique. Et le cas de la consommation du secteur résidentiel et tertiaire est tout à fait caractéristique, et on pourra en discuter éventuellement lors du débat. Tu as cité l'ADEME, et donc je souhaiterais citer explicitement le dernier rapport de l'ADEME, qui est très significatif de ce déficit prospectif. Dans le rapport qui a été publié 15 jours après le rapport de RTE, l'ADEME nous décrit 4 scénarios de neutralité carbone. Le premier scénario, et je cite la dépêche Grother, le plus frugal, nous présente des hypothèses surprenantes. Les Français consomment 3 fois moins de viande, un tiers n'en mange plus, un autre tiers est flexitarien. J'ai appris ce que voulait dire le terme flexitarien. Je vous renvoie à Internet. Les grandes villes sont délaissées au profit des villes moyennes et des zones rurales. L'usage des bâtiments est optimisé et les résidences secondaires, par exemple, sont réappropriées en résidence principale. On est en Chine ou pas ? La proximité dans la politique de l'eau. Alors, la moitié des trajets se font à pied ou à vélo. Quand on est au milieu de la Creuse, c'est peut-être un petit peu difficile de dépendre uniquement du vélo. La politique de l'emploi est repensée, la proximité à l'embauche est favorisée, la production industrielle se contracte, c'est la décroissance, et se recentre sur le Made in France et le low-tech. C'est un exemple d'injonction politique et de déficit prospectif. Les futures PPE et SNBC vont-elles se baser sur ce genre de scénario ? Je voudrais, dans le temps qui me reste, revenir sur un sujet qui me paraît quand même très important, qui est la sécurité d'approvisionnement du réseau électrique. Dans un contexte de maîtrise des consommations d'énergie que tout le monde souhaite, la part de l'électricité va cependant augmenter inévitablement. C'est le message fort du dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie, le World Energy Outlook. C'est aussi, fort heureusement, l'hypothèse retenue aujourd'hui par RTE. Par ailleurs, comme il a été dit, la part des énergies renouvelables intermittentes croît fortement et l'ADEME encore a même présenté un scénario 100% renouvelable en 2050, mais pour rendre un petit peu moins irréaliste son scénario, elle prévoit une baisse de la consommation d'électricité tout à fait significative. Donc il convient de s'assurer, dans un contexte d'accroissement de la consommation d'électricité, la sécurité d'approvisionnement et compte tenu du caractère variable de la demande, tant au niveau journalier que intersaisonnier, il est indispensable d'assurer en permanence l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. Or, l'électricité ne se stocke pas facilement. Les énergies renouvelables, comme vous le savez, solaire et éolien, sont par nature intermittentes et n'offrent pas l'inertie des centrales thermiques, qui est indispensable pour assurer le maintien de fréquences. Aujourd'hui, l'équilibre du réseau est assuré essentiellement par la flexibilité des centrales thermiques, qu'elles soient nucléaires ou à gaz. Malheureusement, les perspectives de l'hydraulique et de l'effacement industriel sont limitées. Or, au niveau européen, il faut insister sur le fait que de nombreuses centrales thermiques pilotables vont être fermées dans les toutes prochaines années, ne serait-ce qu'en Allemagne, d'ici la fin 2022, 22 gigawatts de centrales nucléaires et charbon vont être fermées. Et donc, comment dans ces conditions assurer la stabilité électrique afin d'éviter le blackout ? Le blackout, c'est un terme que RTE répugne
à utiliser, mais malheureusement, c'est bien le problème auquel on a été confronté, on a failli être confronté le 8 janvier dernier. Il y a eu une tension forte des approvisionnements par la suite d'un accident sur une ligne de transport d'électricité en Croatie qui a coupé la plaque électrique européenne en deux. C'est une première. Ça veut dire que l'Est et l'Ouest de l'Europe ne fonctionnaient pas à la même fréquence. RTE, ce jour-là, a été conduit à mobiliser tous les dispositifs d'effacement des industriels et aussi, c'est très significatif, à émettre une recommandation aux particuliers de limiter leur consommation d'électricité. Alors on peut aussi rappeler les blackouts qui sont intervenus ces dernières années en Californie, en Angleterre et plus récemment le 15 février au Texas. Et la croissance inéluctable de la part de l'électricité dans le mix énergétique renforce l'importance de l'enjeu de la flexibilité du secteur électrique et le rôle joué par les centrales thermiques, centrales nucléaires ou centrales à gaz. Et il est clair que ce n'est pas en pariant sur une hypothétique baisse de la consommation qu'on évitera les blackouts. Merci beaucoup, Olivier Appert. Pour encore une fois la clarté de vos propos. Alors Bruno Latsou, vous n'avez pas écrit 2000 pages d'annexes et 700 pages de rapports. Vous avez néanmoins été la cheville ouvrière du scénario fantôme de RTE dont on a beaucoup parlé, que le CRME appelle le N04. Je voulais savoir un petit peu quelle avait été votre méthode de travail et puis peut-être combler une lacune qui ne figure pas c'est un des manques du rapport RTE qui est quand même relativement important, qui est le prix de l'énergie, parce que c'est quand même une variable. Si on est prêt à payer l'électricité à n'importe quel prix, c'est sûr, on peut faire beaucoup de choses, mais ce n'est peut-être pas tout à fait quand même la volonté du politique. Et oui, il m'a d'abord fallu commencer par lire toutes les pages de la PPE, moi aussi, toutes les pages du rapport RTE. Donc c'est effectivement quelque chose d'assez consternant par moment. C'est très prenant, surtout quand on mesure qu'il y a eu plusieurs niveaux de lecture successives, y compris par le pouvoir politique, qui par moment, visiblement, fait modifier les têtes de chapitre dont il découle des incohérences dans le texte même qui suit. Donc tout ça est extrêmement gênant. Alors concrètement, il se trouve que moi je suis de l'Occitanie et donc dans notre collectif régional, nous avons fait une proposition alternative à la proposition de la région. Je salue d'ailleurs le président du Conseil économique, social et environnemental d'Occitanie qui est présent parmi nous aujourd'hui et qui n'a pas manqué lui aussi de critiquer le scénario de la région qui posait également des problèmes de même nature que celle de la PPE. Alors la PPE, effectivement, elle est hors sol. Elle est hors sol, et comme aurait dit Talleyrand, je suis désolé, moi aussi je suis sur Talleyrand, mais c'est une erreur, pire qu'une erreur, c'est une faute. Voilà ce qu'il faut en penser concrètement. Et donc il faut effectivement l'enterrer, pas forcément au Panthéon, ça ne le mérite pas, mais vraiment l'enterrer au cimetière des décisions les plus absurdes et les plus nuisibles pour notre cher pays. Alors, vous me direz, quelle trajectoire pour la France derrière ? Effectivement, RTE nous propose un ensemble de trajectoires. Il y a eu un travail remarquable qui a été fait, ça je peux le confirmer, mais y compris la plus chimérique des trajectoires possibles, celle du fameux 100% de renouvelables. On voit bien en Allemagne que plus on y met d'éoliennes, plus on dépend du gaz russe et plus le consommateur paye cher son électricité. Alors nous avons dans notre équipe au CRME un économètre, un jeune d'une école de commerce, qui nous a fait une étude économétrique qui a mis en lumière en centimes d'euros la hausse du prix qui résulte d'1 gigawatt de plus en ENR intermittente en Allemagne. Et il a fait le même topo, le même travail sur le Danemark. Si ça vous intéresse, je vous donnerai les chiffres. C'est assez impressionnant. Nous sommes vraiment là, nous ne sommes plus sur une corrélation, mais sur une véritable causalité au sens économétrique. Alors RTE, c'est ça le problème, et ça a été dit, il ne s'est pas donné la permission, au sens managérial du terme, d'évaluer les bénéfices pourtant évidents d'un vrai scénario de relance du nucléaire. Un scénario sur lequel nous avons le carton plein sur tous les critères, mais je dis bien tous les critères, y compris les critères environnementaux. Alors, finalement, ne pas proposer aux Français la relance d'un nucléaire qui a fait la preuve de son efficacité, compte tenu d'une entreprise publique en charge de nourrir le débat,
quand on ne propose pas cela aux Français ni aux élus de la nation, eh ben, ce n'est pas à la hauteur de notre démocratie. Et je crois que le lieu pour le dire est bien celui, précisément, où nous sommes aujourd'hui, à l'Assemblée nationale. Alors, me direz-vous, notre scénario type N4, c'est quoi? Ça a été dit, c'est 3 caractéristiques très simples. On arrête les aides renouvelables intermittentes, on n'en a pas besoin, ça ne sert à rien. L'Allemagne nous démontre chaque jour l'échec de son Energie 22, j'arrive à le prononcer assez mal, mais c'est un peu cela. On oublie d'arrêter les réacteurs, les 12 réacteurs, on prolonge par contre ces réacteurs, et puis on lance des EPR2 qui sont réputés avoir tiré les leçons des errements de Flamanville. On donne à la filière, à notre industrie, 25 à 30 années de visibilité, et je pense qu'on peut faire confiance à nos ingénieurs pour réussir cela. Alors les bénéfices qu'on peut en attendre, c'est quoi? C'est un bénéfice climatique, parce que les chiffres vous ont été donnés dans le film. On se rapproche très fortement de la neutralité carbone, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des autres scénarios de RTE. On a une électricité pilotable, vous avez vu les chiffres tout à l'heure, disponible au juste niveau nécessaire. Et là, sans paraphraser ce qui a été dit par Olivier et par Jean-Louis, je crois qu'on peut rappeler que le scénario N4 couvre la pointe de consommation aux jours les plus critiques, notamment l'hiver, alors que N03 ne la couvre qu'aux 2/3. En fait, dans N4, on n'a pas recours à ce que moi j'appellerais des chimères, que sont les fameuses capacités d'import, 39 gigawatts, les flexibilités de la demande. On peut accepter un quantum, mais pas la totalité de tout ça, c'est complètement chimérique. On a au bout du compte une électricité pas chère, c'est la condition indispensable pour réussir le pari de l'hydrogène, qui est un pari important pour notre pays, je pense, et surtout le pari de notre réindustrialisation, qui est quand même l'enjeu majeur pour les 10, 15, 20 ans qui viennent et au-delà. On assure notre indépendance énergétique, on préserve l'environnement, c'est-à-dire qu'on reste globalement sur les sites nucléaires actuels, on évite le massacre de nos paysages et de nos côtes par l'éolien, on préserve la biodiversité, et je crois que Christian Arthur, tout à l'heure, au nom de la SFEPM, nous en dira quelques mots. On évite les nuisances pour les riverains, qui, excusez-moi, après tout, sont des êtres humains dont on n'a pas le droit, auxquels on n'a pas le droit de créer des nuisances absurdes parce que ça ne contribue pas du tout à la réduction des émissions de CO2, qui est quand même l'objectif prioritaire de toute cette affaire-là. Donc voilà, les êtres humains, il faut les respecter, je crois. Et puis bien sûr, on préserve le portefeuille français, parce qu'en gros, on investit 230 milliards d'euros, selon nos calculs, pour 80 années sur le nucléaire, mais on n'investit plus sur cet éolien et ce solaire qui sont absolument mirifiques et qui durent respectivement 20 et 15 ans. Après ça, il faut les renouveler, donc 3 fois, 4 fois. On ne multiplie pas les micro-raccordements. Alors, c'est là que c'est un petit peu embêtant, parce qu'RTE, quand même, est un petit peu intéressé à le faire, quand même. Hein. Donc, son rapport, de ce point de vue-là, n'est pas, si j'ose dire, complètement pur. Hein. On évite les fameuses interconnexions européennes qui ont été évitées tout à l'heure. Nous avons, dans nos travaux au CEREME, mis en évidence qu'il existait une très forte corrélation climatique européenne. Autrement dit, il n'y a pas de foisonnement. 10% de l'année, tout au plus, on a fait ça sur une année complète. Mais ces 10%-là, ce n'est pas forcément les 10% de jours où il faut passer la pointe de consommation la plus critique, voyez-vous. Donc, ce n'est pas forcément les 10% les plus intéressants. J'ai trouvé une date en 2020 où, effectivement, c'était le 7 décembre, où effectivement, on aurait pu avoir un problème. Voilà, le foisonnement sur une journée. Bon, enfin, voilà. Et puis les centrales à gaz également, qui sont la roue de secours obligée de l'éolien et du solaire. Alors là encore, nous avons fait une petite régression. Et on perçoit, alors là on est sur la France, que réduire de 1 gigawatt l'éolien et le solaire, ça nous amène à 0,31 gigawatts de plus sur le central thermique à gaz fossile aujourd'hui. Alors RTE nous dit, mais évidemment, ce sera du gaz vert. Ah non, parce qu'en page 303, donc pas au niveau de la tête de chapitre, mais au niveau du contenu, est-ce que j'ai le temps de le lire? Alors, allez, quelques lignes. C'est gentil, merci. Faute d'infrastructures appropriées au niveau européen, la boucle Power to Gas to Power, autrement dit brûler de l'hydrogène, devrait reposer sur un autre vecteur que l'hydrogène, donc a priori le méthane, dont les infrastructures de transport, c'est con ça quand même, et de stockage existent déjà, mais engendreraient des pertes de conversion supplémentaires. Ben oui, RTE sont des gens compétents, hein, clairement, ils sont au courant du problème, donc ils disent, c'est pas possible, on ne peut pas brûler de l'hydrogène, et d'ailleurs,
Ils ont fait disparaître ça du radar dans le scénario N03. C'est pas par hasard. Voilà, donc le nucléaire, c'est quand même... Enfin, la solution que nous proposons permet quand même d'économiser entre 300 et 900 milliards d'euros. Je voulais savoir, Bruno, là-dessous, pour être bien clair, c'est combien de réacteurs que vous construisez en N04 30 jusqu'en 2050. D'accord. Et au-delà, Xavier l'a évoqué tout à l'heure. D'accord. Donc 30 réacteurs d'ici 2050. 750 vous connaissez bien EDF, Michel Dondu. Vous pensez qu'il y a un début de réalité à un tel scénario? Est-ce que EDF est capable alors je suis désolé, hein, c'est vous qui allez vous exprimer au nom d'EDF, mais vous en avez quand même été administrateur, vous connaissez bien la maison. Mais peu importe. Non, j'ai dit tout à l'heure, EDF aujourd'hui n'est pas en capacité de dire qu'elle peut le faire, puisque notre industrie, je le pense, hein, notre industrie n'est pas en capacité de le faire. Mais moi, ce que je pense, c'est que s'il doit y avoir une nouvelle PPE, il faut non seulement avoir un programme ambitieux, je dirais, de développement du nucléaire, mais en même temps avoir un programme ambitieux pour notre industrie. On a été capable, dans les années 80, de sortir jusqu'à 6 mises en service par an. Pourquoi on ne le serait plus aujourd'hui ? C'est une question de moyens qu'on doit donner. Donc il faut, je pense, rebâtir notre industrie nucléaire en même temps qu'on a un programme de développement. Et la rebâtir, ça veut dire investir, ça veut dire embaucher et ça veut dire former. Donc, voilà. L'objectif, on va dire, on n'aime pas les objectifs ici, mais l'objectif de 30 réacteurs souverains en 2050, il n'est pas réaliste aujourd'hui. Je pense que tant qu'on n'a pas ces... Mais il faut qu'ils deviennent réalistes. Voilà ce que je voilà. veux répondre. Il faut qu'ils deviennent réalistes. Il est temps de mobiliser la filière. Il est temps de mobiliser la filière. Et alors, je voudrais maintenant... Vous vouliez réagir là-dessus. Oui. Je pense que cette question a une réponse finalement très simple, qui est, rappelons-nous, beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés à l'époque, mais 45 ans en arrière, quand le gouvernement français, milieu des années 70, a décidé de lancer le programme qu'on connaît aujourd'hui. On n'avait aucune compétence nucléaire dans ce pays, à part quelques réacteurs graphite-gaz. Et en quelques années, l'industrie française s'est organisée, s'est structurée, EDF elle-même s'est structurée, Framatome s'est structurée, Cogema a été créé, et ceci a commencé finalement en 76-77, vraiment sur le plan industriel, et de 80 à 95, on a sorti 58 réacteurs. Donc, demandons-nous, qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui, avec les moyens dont on dispose, la compétence dont on dispose, on se dise qu'on n'est plus capable de faire cela? C'est une vraie question. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir remplacé les planches à dessin qu'on utilisait il y a 45 ans par des ordinateurs? C'est pas forcément... ça peut être une raison. La vraie raison, c'est quoi? La vraie raison, c'est quoi? Et ça rejoint ce que Michel Dondu vient de dire. C'est qu'il y a 45 ans, quand on a lancé ça, on avait une industrie lourde, une industrie de transformation, qui avait fait la sidérurgie, qui avait fait la pétrochimie, qui avait fait les grands travaux, et qui était disponible. Et donc, cette industrie-là qu'on a mobilisée, parce qu'une centrale nucléaire, c'est jamais que du béton, des tuyaux et des câbles. Hein, je veux dire qu'il faut savoir mettre dans l'ordre et pas dans le désordre, comme sur un chantier, mais c'est pas la mer à boire. Par contre, on avait cette industrie qui avait la culture des grands projets, et qui avait de la ressource. Bon. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la relance d'un programme nucléaire, elle est totalement consubstantielle d'une réindustrialisation de ce pays dans cette industrie intermédiaire. Et c'est vrai qu'EDF disent aujourd'hui, si rien ne change, je ne sais pas faire, mais si on ne fait pas, dans 30 ans, on n'a plus d'électricité. Et il nous reste, si je puis me permettre, je crois, une grande compétence en France, c'est la compétence en management de projet. Et là, on est très fort. Et je pense qu'effectivement, il faut aussi miser là-dessus. Il n'y a pas que les soudures, il y a aussi le management de projet. Alors, je voudrais juste répondre à votre question tout à l'heure sur les prix. Alors, les prix. Voilà. Donc, parce que finalement, le chapitre manquant. Voilà, le chapitre manquant. Le ministère, RTE, tout le monde nous dit, l'ADEME, bien entendu, que le nucléaire est plus cher que les renouvelables. Eh bien, je crois qu'en disant ça, ils oublient deux choses fondamentales, deux données fondamentales qui sont la durée de vie des équipements. Le PV, c'est 15 ans. Le solaire, l'éolien, c'est 20 ans dans le meilleur des cas. Le flottant, c'est pas sûr avec la corrosion d'ailleurs. Hein. Et 80 ans pour le PR. Ils oublient également les facteurs de charge moyens respectifs. 80% mini pour le nucléaire, l'éolien terrestre 25%, l'offshore 38%.
15% pour le solaire. Donc, pour produire chaque année 1 gigawattheure pendant 80 ans, il faut investir en nucléaire 0,5 millions d'euros, en éolien terrestre 3,2 millions d'euros, en éolien offshore 5,2 millions d'euros. Donc, le nucléaire, s'il ne résonne tout au long de la durée de vie des équipements, en investissement, il coûte 6 fois moins cher que l'éolien terrestre et 10 fois moins cher que l'éolien offshore. Alors, on y va ? Alors, ce que je vous propose, parce qu'on va tenir notre objectif à nous, qui est terminé cette table ronde à 16h, c'est un objectif court terme malheureusement. Ce que je vous propose, c'est on a un micro et peut-être de passer une séquence de questions et réponses avec des questions courtes, s'il vous plaît, et qu'on puisse en avoir plusieurs et entamer un vrai dialogue. Oui, merci. Christian Giraudet, l'ingénieur. Je pense, une question, une suggestion. Je pense que le problème vient d'un manque de pédagogie vis-à-vis de la masse publique, de l'opinion publique, qui pèse sur les médias, excepté Challenge, et qui pèse sur nos élus inéligibles. Donc, comment pourrait-on faire pour sensibiliser nos concitoyens, usagers courants, sur la problématique qui a été expliquée et que tous les organismes compétents connaissent? Alors, je suggérerais 2 choses. Alors, une politiquement correcte, c'est que après les résultats des matchs de foot du lundi, on explique ce qui a été dit là. C'est comment RTE, qui fait des prouesses à certains moments pour effacer, équilibrer le réseau, en effaçant malheureusement des industries qui ne sont pas du tout dans l'opinion publique. Donc le public ne sait pas qu'on a fait des prouesses et qu'on a effacé. Alors, je dirais, après le football, on explique toutes les semaines les risques que RTE a pris. Bon. Alors, politiquement pas correct. De temps en temps, de façon sporadique, quand il y a une crise, eh ben, on n'efface pas et puis on coupe un petit peu. Et puis on coupe un peu de plus en plus. Et dans les rédactions. J'ai terminé. Juste pour vous signaler quand même, nous on a la perception, on fait régulièrement des sondages, je pense que le CRMI en fait aussi, qu'il y a un vrai basculement de l'opinion publique depuis quelques mois sur ces sujets. Et vous regardez les programmes des multiples candidats ou futurs candidats à l'élection présidentielle, il y en a assez peu finalement qui sont, et vous mettez en face des intentions de vote, il y en a assez peu. On ne peut pas dire que les anti-nucléaires sont tellement le vent en poupe en ce moment. C'est le sentiment que j'ai. Et je pense qu'il y a aussi le président de la République qui connaît ces sujets bien mieux que moi. Absolument. Michel Dondu. Sur l'opinion publique, moi je pense qu'il y a une action à voir. Même si l'opinion évolue effectivement, c'est quand même qu'on voit les baromètres, la majorité des Français pensent que le nucléaire émet des gaz à effet de serre. Ils n'arrêtent pas d'entendre dire que pour la transition écologique, pour aller vers la neutralité carbone, il faut arrêter les centrales nucléaires. Ils entendent ça en même temps, donc ils pensent que les centrales nucléaires émettent des gaz à effet de serre. J'ai posé la question à des responsables d'EDF dans les réunions de concertation de RTE. Je dis, mais au lieu de faire des pubs où on voit toujours des éoliennes avec EDF, alors que EDF, c'est d'abord les centrales nucléaires, pourquoi vous ne faites pas des pubs informations qui le disent, ça, tout simplement? Et il m'a répondu, ah ben oui, mais au conseil d'administration, mais les représentants de l'État ne seraient pas d'accord pour qu'on fasse une pub pareille. J'ai trouvé que la réponse était un peu olé olé. Et deuxième chose, 85% des jeunes qui sortent du système éducatif pensent que le nucléaire émet des gaz à effet de serre. Je me dis, mais bon sang, notre enseignement technique et scientifique, il en est où? Très, très juste. Monsieur. Oui, bonjour, je me présente, Jacques Roussel. Je suis à EDF actuellement à la construction de Flamanville. Je suis ingénieur du génie atomique et en fait, je suis depuis le début du programme nucléaire, depuis les années 82, toujours dans la construction du programme. Donc j'ai connu tous les paliers, 900, 1300, Flamanville, la Chine, etc. Et à Flamanville, depuis le début, voilà. Donc j'ai toute l'expérience, le recul. Et ce que je vais vous dire aussi actuellement, donc j'ai participé entre autres à construire les 58 tranches. Et donc les 30 tranches futures, il faut être très ambitieux, il n'y a pas de souci. Simplement, ce que vous faire prendre conscience actuellement, parce que je suis dans les équipes, y compris la filiale EDF Framatome Advance, je suis vraiment au cœur de tous les projets. Voilà. Et ce que vous faire prendre conscience, c'est qu'actuellement, il y a aussi beaucoup de ressources qui sont employées sur les projets nucléaires à l'étranger,
voilà, ces ressources-là, moi-même, je travaille sur les projets anglais, Hinkley Point, j'ai travaillé sur la Chine, même une partie de ma carrière, j'ai travaillé pour les roués chinois, Lingao. Et ce que vous faut prendre conscience, c'est qu'à l'avenir, ces ressources-là, il faut les mobiliser, les prioriser pour les projets français. Parce qu'on parle, EDF, etc., le gouvernement, on parle de ces projets à l'export à l'Europe, c'est très bien. Aussi, la lutte, la compétition avec les constructeurs internationaux, Rosatom, Westinghouse ou les Chinois. Il faut absolument, dans nos objectifs, se battre pour que les ressources, les compétences, et les former professionnellement. Il faut, voilà, mais vraiment la technique. Deuxième point que je veux insister, je terminerai là, je suis aussi géologue, et il faut absolument mettre en avant pourquoi c'est 6 fois moins cher les investissements. Ça fait des années aussi que je suis très conscient des ressources générales. Si c'est 6 fois moins cher, c'est parce qu'il y a 6 fois moins de ressources. Peut-être à la louche, dans ce que je dis là, c'est un ordre de grandeur. Mais de toute façon, il y a des études du service économique du CEA ou autre. Les matières premières ramenées au kilowatt installé sont beaucoup moindres que... voilà. Ça, si vous voulez, votre association, vous devez le mettre en avant. Et c'est un argument majeur. Quand on parle de sécurité d'approvisionnement, pour moi, je mets autant en avant la sécurité d'approvisionnement énergétique que la sécurité des matières premières. Nous sommes une société très jeune, dépendante. Voilà, avant, on avait le cheval, etc. Voilà. Merci beaucoup de votre témoignage. C'est noté, hein. Merci. Juste rappeler quand même, parce que j'en parlais il y a un instant avec un de vos confrères d'EDF, vous êtes plusieurs dans la salle, que s'il n'y avait pas eu Hinkley Point, par exemple, il y aurait peut-être eu un réel effondrement de la filière. Donc l'export a permis à EDF quand même d'être prête, puisque vous l'affirmez, et vous êtes plusieurs à le faire, à construire ces fameux 30 réacteurs d'ici 2050. Est-ce que je pourrais revenir sur le problème de compétences qui me paraît quand même un enjeu majeur? Alors attendez, où êtes-vous, monsieur? Voilà, pardon. Attendez, je suis là. Oui, Bruno Combi, je suis président de l'association des écologistes pour le nucléaire, qui rassemble 16 000 membres et signataires dans 65 pays. Alors, merci. Donc, je voudrais d'abord vous remercier pour ce colloque et remercier le CEREME pour son action, parce que ce dont on a besoin depuis des années pour justement inverser le cours des choses, c'est vraiment d'un renversement sémantique et, comme vous le faites très bien, d'un renversement des scénarios, d'arrêter d'étudier toujours la décroissance. On a besoin de plus de nucléaire en France, pas de moins de nucléaire. Quelque chose qui marche, il faut en faire davantage, il ne faut pas le réduire. Pour ce qui concerne le changement de la PPE, en fait, c'est assez simple. La PPE, bien dit, il faut au maximum 63 gigawatts. Il faut remplacer le plafond par la notion de plancher. C'est juste un mot qui est à changer. Et pour ce qui concerne les 50% de nucléaire, il suffit de le transformer en 100 gigawatts d'objectifs. Voilà, c'est très simple. C'est ce que dit notre association depuis déjà plusieurs années. Donc, on est content que le CEREME aille dans le même sens. On est à votre disposition. Ensuite, pour ce qui concerne la réponse à la question du monsieur qui disait comment est-ce qu'on peut faire pour changer l'opinion publique, pour mieux informer le public, les hommes politiques, etc. Donc, c'est l'objectif de notre association. Et comme on a maintenant 2 groupes qui vont dans ce sens-là, moi, je réponds très simplement, appuyez le CEREME et rejoignez-nous à la EPN. C'est très simple. Voilà. Et j'ai une question à poser qui concerne le cadencement, le calendrier. Parce que j'avais fait des calculs moi-même, moins précis sans doute que les vôtres, mais sur un coin de table. J'étais arrivé, il y a 2 ou 3 ans, j'étais arrivé à la conclusion qu'on pouvait attendre jusqu'au présidentiel qui arrive maintenant, mais qu'il ne fallait pas attendre beaucoup plus, parce qu'après, on est coincé par le renouvellement des réacteurs. Et donc, on ne peut pas augmenter la capacité, puisque la totalité des efforts industriels seront consacrés au remplacement des réacteurs existants et non plus à augmenter la capacité. Et que donc il faut commencer assez vite. Donc ma question concerne le cadencement. Jusqu'à quand on peut attendre et jusqu'à où est-ce que ça passe pour pouvoir monter à 100 gigawatts? Dans nos calculs, il faudrait commencer les premières mises en service en 2032. Je dis bien les premières mises en service. Premier coup de pioche quand alors les décisions politiques. Derrière, rétroplanning. Hein, mais donc voilà. Mais donc la décision politique, elle est évidemment à prendre très proche. Ouais, 2022, 2023. Donc on arrive à la même conclusion. Mais bien entendu. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je suis désolé, mais je pense que nos experts pourront devenir vos interlocuteurs peut-être dans les coulisses de l'Assemblée si vous avez à leur poser d'autres questions. Et de toute façon,
à votre disposition via le CRME. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous les quatre de ces brillants propos